Bien, mesdames et messieurs, avant de commencer, je tiens à remercier Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône et ancien maire du secteur de Marseille, et Cyril Naute, maire de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, pour leur présence à mes côtés. Ils sont, à eux deux, la preuve que le Front National est bien loin d'être absent de ces banlieues dont on parle tant. Ils sont la preuve que nos compatriotes voient dans la politique défendue depuis des décennies par le Front National une solution pour les banlieues, pour résoudre définitivement les problèmes qui gangrènent ces territoires et surtout pour ne pas recommencer éternellement les mêmes erreurs. Parce qu'en novembre dernier, Emmanuel Macron avait appelé à une mobilisation nationale pour les villes et les quartiers lors d'un déplacement à Roubaix, il avait été exhumé pour l'occasion l'ineffable Jean-Louis Borloo, que l'échec de son projet d'électrification de l'Afrique avait remis sur le marché médiatique. Quelques mois plus tard, nous y sommes. Jean-Louis Borloo a commis un rapport dont il partage la paternité avec un certain nombre de politiques, dont le pontifiant maire démissionnaire de Sevran, qui croit pouvoir tirer de son échec d'élu un titre de gloire et un brevet de compétence. Une fois de plus, avec ce rapport, les membres du groupe Borloo se sont échinés à vouloir rendre viable la conception de la ville née de leur irresponsable vision idéologique, une vision qu'ils nous avaient vendue comme la société paradisiaque de demain. Le plan Borloo se fonde sur un mensonge et un constat juste. Le mensonge, c'est que l'État n'aurait rien fait pour les banlieues. Oublierait-il que la France a versé des dizaines, peut-être même près d'une centaine de milliards en 25 ans. Monsieur Borloo s'est d'ailleurs, à coups de dizaines de milliards d'argent public, illustré comme un infatigable réparateur d'ascenseurs. Le constat, effectivement juste, c'est que les politiques dont l'ancien ministre de la Ville a été un promoteur zélé ont lamentablement échoué. Le plan Borloo, c'est l'ancien monde qui s'est heurté au mur des réalités, mais qui, depuis les années 80 et Harlem Désir, s'entête à reproduire des schémas qui n'ont pas fonctionné, des schémas qui ne peuvent pas fonctionner. La discrimination positive, qui propose de pousser à un niveau délirant avec la généralisation du recrutement de hauts fonctionnaires issus des quartiers sans aucun concours ni niveau d'études. Les emplois francs, qui rappelle le principe des zones franches auxquelles, ici, on rajoute un dispositif coercitif d'embauche. Le braquage des fonds publics et privés, comme celui du 1%, c'est-à-dire les fonds des entreprises pour le logement de leurs salariés, pour les engloutir dans un intarissable et illusoire droit au logement gratuit. Enfin, le mythe du sport, comme activité d'encadrement et de promotion des populations désœuvrées, comme si la vie pouvait se résoudre à une partie du football. Le plan Borloo, c'est la croyance que partagent marxistes et libéraux que tous les problèmes procèdent de l'argent et que l'argent suffit donc à tout régler. Force est de constater que l'ancien ministre de la Ville n'aura pas su davantage apporter de lumière en France qu'il n'avait réussi à le faire en Afrique. Le seul intérêt de ce travail et d'avoir montré, avec les ralliements de Copé, Barouin et Gatignon, les connivences idéologiques d'une classe politique unie dans ses lâchetés, ses errements, ses compromissions et ses échecs, et qui, les uns derrière les autres, se voient contraints de quitter la scène politique sur la pointe des pieds. Hier, M. Macron a pris ses distances avec le fatras de lieux communs, coûteux et inefficaces du plan Borloo. La parole présidentielle aura eu pour seul mérite de finir de ringardiser un peu plus et de démonétiser définitivement l'ancien ministre de la Ville. Le président, lui, a perdu l'occasion d'un grand discours, dans lequel il aurait osé mettre les mots justes sur les réalités que vivent nos compatriotes de banlieue. Il n'a pas su développer une grande vision d'homme d'État sur les immenses défis auxquels la question de la banlieue nous confronte. La banlieue, ce n'est pas seulement l'échec de 40 années de coûteuses illusions sur la société multiculturelle. Ce n'est pas seulement les fruits amers du communautarisme présentés sous le terme frelaté du vivre ensemble, et chanté d'ailleurs par le chœur de la bien-pensance. Ce n'est pas seulement un gouffre financier qui a englouti des dizaines de milliards d'euros en pure perte. Non, la banlieue, c'est aussi le signe de l'affaissement de l'État,
et de la France, au moment où les Français et les étrangers qui vivent en France légalement en ont le plus besoin d'ordre et de décision, de protection et de sécurité. La banlieue illustre le mal français, celui qui conduit notre pays à renier ses valeurs au profit d'autres qui lui sont contraires, voire hostiles, qui nous pousse à laisser sur notre territoire s'instaurer de nouvelles féodalités obscurantistes et violentes et nous amène vers une nouvelle barbarie. La banlieue, c'est un signe du déclin français. Et parce que c'est un signe, ce doit être aussi un signal. Et pourtant, M. Macron passe son chemin, comme si de rien n'était. Chacun aura remarqué qu'en grand libéral, en cette matière aussi, il s'en remet à une main invisible, c'est-à-dire aux grandes entreprises pour régler le problème d'emploi ou aux habitants pour régler le problème de sécurité. Tout juste, se contente-t-il d'emprunter au Front National l'accès à des stages, je vous renvoie d'ailleurs à mon projet présidentiel, ou l'information des maires sur la dangerosité des fichiers S à haut risque, qui est, je vous le rappelle, une reprise à minima d'un amendement des députés Front National, amendement que sa majorité parlementaire avait pourtant refusé. L'une des plus grandes victoires idéologiques du Front National, de ce discours, c'est d'avoir fait admettre par le chef de l'État l'inadmissible déséquilibre de traitement entre la banlieue et les zones rurales oubliées. C'est là, je dois vous le dire, une petite satisfaction morale. Mais ce qui est remarquable dans le propos présidentiel, c'est surtout cette sorte d'art de l'esquive oratoire. Le président de la République a quasiment éludé la question centrale, la question préalable, qui est celle de l'insécurité et de l'immigration, la question de la violence et de l'islamisation, la question de l'effacement de la République et l'émergence d'une société parallèle avec ses règles, ses codes, ses propres interdits. La réalité, c'est une société dont les Français de toutes origines qui habitent ces quartiers sont prisonniers. Bien sûr, par convenance, le chef de l'État s'est cru obligé de mentionner la nécessité de la lutte contre le trafic de drogue ou le racisme et l'antisémitisme véhiculés par l'islamisme. Mais l'absence de mesures concrètes et d'objectifs tangibles ont mis en évidence le peu de rigueur de ses convictions qui semblent de circonstance. Ces déclarations presque mécaniques, comme pour le terrorisme, on le devine, seront sans lendemain. M. Macron nous est venu avec quelques paroles rassurantes, presque angéliques, mais tellement loin des réalités. Les réalités que rappelle, par exemple, un Malek Bouti qui, sans langue de bois, rejoint, sans oser se l'avouer, le Front National sur la tragique situation de nos banlieues. Tous les jours, l'actualité nous relate des assassinats par des bandes, comme ces jours-ci, ce jeune Burkinabé à Pau. Tous les jours, des règlements de compte se déroulent dans nos rues transformées en champs de tir, comme à Marseille, sans que personne ne prenne conscience de l'inquiétante banalisation de ces événements. Sur cette affaire, Stéphane Ravier sera encore plus à même de répondre à vos questions. Dans son discours, M. Macron s'est contenté de plaquer des mesures que la réalité rend immédiatement hors sujet. Faire patrouiller sa police du quotidien, à quoi cela sert-il lorsqu'un délinquant interpellé n'est jamais condamné et souvent même pas poursuivi ou même pas recherché? À quoi bon des patrouilles de pure forme aux abords de cités où se construit une société parallèle indifférente à nos codes et à nos lois? Contrairement à ce qui est dit, les quartiers ne sont pas des zones de non-droit, mais de droit. D'un droit qui n'est plus celui de la République, mais celui des caïds ou des barbus. Et parfois, des deux. Dans un système de valeurs hybrides où les délinquants et les islamistes font bon ménage et parfois sont interchangeables. La vérité, c'est que ce ne sont pas des zones de non-droit, mais des zones de non-France. Diviser les effectifs scolaires par 2, c'est peut-être louable, mais à quoi cela sert-il quand l'élève qui réussit est persécuté et vient à l'école la peur au ventre? À quoi bon se lamenter contre l'antisémitisme islamiste quand on refuse de voir qu'il est impossible de traiter certaines leçons d'histoire ou que la haine des juifs et des croisés est enseignée à la maison? Affirmer l'égalité et l'égale dignité des sexes, à quoi cela sert-il quand des élus, des préfets eux-mêmes, comme Madame Aubry, ou tant de maires, y compris les républicains, négocient des horaires décalés pour séparer les hommes des femmes dans les piscines municipales ou tournent la tête lorsque les femmes sont poussées à fuir l'espace public? L'article du Canard enchaîné racontant la déambulation de Marlène Schiappa à Trappes est à ce sujet éloquent.
Le Front National considère que les Français de ces quartiers sont les otages de minorités malfaisantes et que le devoir de l'État est de leur rendre leur liberté de citoyens et d'hommes et leur ouvrir au même titre qu'à tous leurs compatriotes les portes de la réussite républicaine. Entre le plan début de siècle de M. Borloo et le non-plan de M. Macron, je vous propose le plan Le Pen pour les banlieues. Ce plan, nous l'avons titré « Ambition, sécurité et réussite ». Parce que tant de situations s'approchent du point de non-retour, le plan Le Pen pour les banlieues du Front National que je propose aux Français est, je crois, le plan de la dernière chance. Ce plan d'action est un plan complet et équilibré, qui prend en compte le besoin immédiat de sécurité et l'aspiration légitime de nos compatriotes de ces quartiers à la réussite. Ce plan intègre la réaffirmation de l'État et de son autorité et le retour du principe républicain d'égalité des chances. Il s'appuie sur une juste application des valeurs et des principes qui guident la France depuis des siècles et emprunte totalement la logique de l'assimilation républicaine. Il comporte 3 grandes priorités. Premièrement, rétablir l'ordre républicain. Deuxièmement, rétablir l'autorité. Troisièmement, rétablir l'unité nationale. Ce plan comprend 39 actions réalistes et réalisables qui répondent chacune à un objectif précis. Elles touchent le traitement de la délinquance avec des moyens humains, le recrutement de policiers nationaux et le renforcement des polices municipales qui sont les vraies polices de proximité en réalité. Des moyens juridiques, politiques, de tolérance zéro, des moyens techniques comme la vidéoprotection. Elles visent également à renforcer la responsabilisation des parents et à encourager la place des femmes et jeunes filles de ces quartiers qui sont porteuses d'une demande et d'un espoir d'émancipation et de modernité. Elles concernent l'école, avec l'assurance d'enseignements de qualité conformes à nos valeurs et à nos principes et l'ouverture de 30 000 places d'internat d'excellence. Elles portent sur le logement, avec une série de mesures propres à favoriser la tranquillité des habitants, comme l'expulsion des HLM des familles délinquantes ou la lutte contre les marchands de sommeil. Le plan prévoit également un dispositif d'éradication de l'islamisme, avec une application effective de la laïcité qui renvoie légitimement le prosélytisme religieux dans la sphère privée et interdit sans la moindre faiblesse, y compris dans les lieux de culte, les appels à la haine de la France. Le monde sportif, qui est un lieu d'infiltration islamiste, doit également être sensibilisé à prévenir ces dérives qui conduisent au séparatisme et à la violence. Pour bannir le communautarisme, l'État sera en mesure d'ordonner la mise sous tutelle des maires qui le favorisent. Les organismes HLM défaillants, sujets à la mauvaise gestion ou à la corruption, pourront également être placés sous tutelle de l'État jusqu'à l'assainissement de leur situation. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-unes des propositions du Front National sur la banlieue. Vous trouverez le plan d'action complet que je vous invite à consulter. Ce plan a été élaboré avec le concours de spécialistes, dont c'est vrai quelques mâles blancs, auxquels M. Macron semble de manière obsessionnelle dénier le droit de réfléchir à ces questions. Ce doit être sous l'influence des indigènes de la République. C'est là un sexisme doublé d'un racisme que je condamne. On a vu, à travers l'affaire du foulard de la porte-parole de l'UNEF, la prise de conscience brutale d'une certaine gauche, un Renaud Dely ou Julien Drey, éberlués de voir le vivier de la jeunesse progressiste sous la coupe des islamistes. Que cette prise de conscience soit salutaire et les invite à regarder la glissade dans laquelle nous sommes engagés, notamment en banlieue. L'objectivité devrait les conduire à la même indignation, une indignation saine et nécessaire, mais qui oblige aussi à l'action. Le plan que je vous propose n'est pas un plan pour la banlieue, il est le plan pour la banlieue. Il est le seul plan qui vaille, il est le seul qui puisse donner aux habitants de ces quartiers l'espoir d'une vie meilleure et à la France la certitude de l'indispensable réunification de son territoire. Ce plan est l'un des axes du plan de reconquête de nos libertés françaises à laquelle nous convions démocratiquement les Français. À l'heure où le Rassemblement national est en train de voir le jour, j'appelle tous les Français à nous rejoindre pour que nous puissions rapidement le mettre en œuvre.